Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une, ce soir, le gouvernement Bayrou fragilisé par l'échec du conclave sur les retraites. On reviendra sur cette réunion de la dernière chance qui a été organisée par le Premier ministre ce matin à Matignon et sur les raisons qui ont poussé le PS à déposer une motion de censure. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Que va faire le RN? On en débat dans un instant. Moratoire sur les éoliennes et sur les panneaux solaires, fin des ZFE, les zones à faible émission. Y a-t-il un nouveau front anti-écolo à l'Assemblée? Une alliance de circonstances entre le RN et LR, ce sera la question qui fâche de ce soir. Enfin, on s'arrêtera sur ce sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce soir à La Haye, aux Pays-Bas. Faut-il craindre un désengagement des États-Unis et l'Europe est-elle capable de fournir l'effort militaire qui est exigé par Donald Trump? Autant de questions que nous poserons au général Trinquant. Voilà pour le sommaire, on est ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Ça vous regarde. Tout le monde avait coché cette date dans son agenda. La fin du conclave et son échec marquent le retour des turbulences pour François Bayrou. Alors le gouvernement va-t-il être renversé par cette motion de censure annoncée par le Parti socialiste? Le Premier ministre a-t-il raison de croire qu'un chemin reste possible vers un accord? On en débat ce soir avec nos invités. Bénédicte Fouché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la rédaction d'AEF Info. C'est une agence de presse qui est spécialisée sur les questions économiques et sociales. Et vous serez un peu notre spécialiste. Vous avez suivi dans le détail ce conclave depuis le début. À vos côtés, Daniel Labaronne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Ensemble pour la République d'Indre-et-Loire. Bonsoir Mélanie Thomas. Bonsoir. Vous êtes député socialiste du Finistère. Et Thomas Ménager, bonsoir. Bonsoir. Député et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. À noter que nous serons un peu plus tard, en liaison vidéo avec Christelle Thieffine, qui est la négociatrice de la CFE-CGC dans le cadre de ce conclave sur les retraites. Et elle nous expliquera pourquoi ce conclave a échoué, selon elle. Mais d'abord, pour commencer, le récap de Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Clément. Alors malgré l'échec de ce conclave, François Bayrou a continué à y croire toute la journée. C'est le cas de le dire, hein. Garder espoir contre vents et marées, l'expression s'applique totalement à François Bayrou. Après 4 mois de concertation entre partenaires sociaux, le conclave sur les retraites s'est achevé hier soir sur une fumée noire. Alors ce matin, le Premier ministre est tombé de son lit pour tenter de reprendre la main. Dès 7 h du matin, il a pris la parole depuis Matignon pour lancer l'opération Dernière Chance. On est arrivé très près d'un accord historique à bien des égards. Mais je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. François Bayrou, persuadé qu'il existe une voie de passage, il prend une initiative, convier séparément les organisations syndicales et patronales. Dès 12 h, il reçoit la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. À la sortie, les syndicats sont clairs. Plus de négociations, le conclave est terminé. Ils appellent le Premier ministre à prendre ses responsabilités vis-à-vis du patronat. Un accord est possible avec les éléments qu'on a pointés. S'il n'y a pas de réparation de la pénibilité, s'il n'y a pas de financement équilibré en termes d'efforts, ça sera sans la CFDT. Oui, mais voilà, le patronat campe sur ses positions, à commencer par le numéro 1 du MEDEF, Patrick Martin, reçu à Matignon aux alentours de 14 h 15. L'occasion de rappeler que la pénibilité, c'est d'accord. Sur la pénibilité, c'est d'accord pour rétablir les fameux critères, mais pas pour permettre des départs anticipés. Quant au financement du système, hors de question d'augmenter les cotisations sociales. Mais on vous demande de faire une première avancée, une deuxième avancée, une troisième avancée, une quatrième avancée, et puis ça n'est jamais suffisant. À un moment donné, je pense qu'il est de notre responsabilité collective, nous partenaires sociaux, de trouver un équilibre et non pas un déséquilibre. Alors du côté des syndicats, ça a fait flop et à l'Assemblée, François Bayrou a été attendu au tournant par les socialistes. Oui, car souvenez-vous, ce conclave initié par François Bayrou, c'était pour échapper à la censure des socialistes en janvier dernier. Donc cet après-midi, à l'Assemblée, le Premier ministre a tenté de se dépatouiller comme il pouvait. À 15 h 15, pendant la séance de questions au gouvernement, il dit qu'un texte devrait être examiné par le Parlement, mais il dit non, très clairement, à un nouveau débat sur les 64 ans. Il est pour moi
inacceptable de laisser détruire l'équilibre financier si difficile à trouver dont nous avons le plus urgent besoin. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Une motion de censure que toute la gauche appelle de ses voeux et que le Rassemblement national ne compte pas voter pour l'heure. Pourtant, les voix du groupe de Marine Le Pen sont indispensables pour faire tomber le gouvernement. Alors une question et un débat ce soir, Clément. Un conclave et une censure pour rien ? Point d'interrogation. Merci beaucoup, Marco Pommier. Et on va commencer par cette question avec vous, Daniel Labaronne. Il a servi à quoi, ce conclave? Est-ce qu'il a été utile, selon vous? Moi, je pense qu'il a été utile parce que c'est un acquis de la démocratie sociale. Il y a eu d'abord une prise de conscience que la règle des 64 ans était une règle sur laquelle il ne fallait pas bouger parce qu'il y a des équilibres financiers derrière. Il y a eu des avancées en matière de retraite des mères, de familles. Il y a eu des avancées en matière de départ de l'âge à la retraite sans décote. Enfin, il y a eu beaucoup de discussions et d'avancées extrêmement concrètes. Et comme le dit le Premier ministre, je crois que ce conclave a échoué, mais de peu. Et par conséquent, je soutiens le Premier ministre quand il souhaite continuer cette négociation pour obtenir en définitive un accord historique. Thomas Ménager, pas d'accord aujourd'hui, malgré 4 mois de négociations. On a vu les syndicats qui ont renoncé à revenir sur les 64 ans. En échange, le MEDEF n'a pas fait de concession équivalente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échec, il incombe au MEDEF, selon vous ou... Depuis le début, on savait qu'il allait y avoir de la fumée, c'était un conclave, mais c'était tout de l'enfumage. On savait que c'était aussi pour faire plaisir au Parti socialiste, parce que dès les premiers jours, François Bayrou a dit on ne touchera pas à l'âge. Or, la question... Il n'a pas dit dès les premiers jours. Au début, ça faisait partie des discussions. Oui, mais petit à petit, il a réduit. Petit à petit, un certain nombre de partenaires sociaux ont quitté la table des négociations. Donc, c'est devenu un peu ridicule. Alors, on espérait, puisqu'on est favorable au dialogue social, s'il y avait eu des avancées, même minimes... Mais vous êtes toujours favorable à une remise en cause des 64 ans Nous, on est favorable à une abrogation. Nous l'avions proposé même le 31 octobre dernier. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une majorité pour l'abrogation, même si la gauche a refusé de voter l'abrogation du Rassemblement national, mais il n'y a pas une majorité pour un nouveau projet, pour une nouvelle réforme des retraites. Il faut réformer les retraites et ça passera pour le Rassemblement national par un débat qui aura lieu en 2027, par une nouvelle majorité. Et clairement, on aurait soutenu, notamment sur la pénibilité, notamment sur les carrières hachées, sur les femmes, tout avancé. Mais c'était un peu morné dès le début, ce conclave, dès lors que le dialogue social était aussi trop encadré et avec pas l'ensemble des partenaires sociaux. Mélanie Thomas, c'était pour répondre à votre demande à vous, du PS, que ce conclave a été organisé, en échange d'une non-censure, on va dire. Est-ce que vous n'êtes pas fait un peu balader dès le début dans cette affaire, peut-être par François Bayrou ou peut-être par le MEDEF ? Eh bien, je tiens à rappeler tout d'abord que le groupe socialiste est d'abord et avant toute chose profondément attaché au dialogue social, parce que ça fait partie des droits élémentaires les plus forts dans notre pays, que les salariés et le patronat puissent avoir des cadres de discussion. Et s'il est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la réforme de 2023, c'est bien celui de la réforme des retraites. Et donc ce cadre était tout à fait légitime, en tout cas le cadre proposé par François Bayrou, pour pouvoir remettre les partenaires sociaux autour de la table et envisager de réaborder l'ensemble des paramètres. Ce que nous regrettons au sein du groupe socialiste, c'est qu'il y avait toute une série de paramètres parmi lesquels la mesure d'âge, c'est-à-dire de revenir sur l'avancée à l'âge de 64 ans pour la réforme des retraites. Et ce paramètre n'a pas été clairement au centre des débats. Il a été repoussé rapidement dans le cadre de ce conclave, donc nous le regrettons profondément. Mais en tout cas, il y avait encore des marges de manœuvre et certains leviers pour discuter de la situation des carrières hachées, de la retraite des femmes, pour discuter des critères de pénibilité. Et nous voyons que sur ce volet-là, les partenaires sociaux ont été d'une grande loyauté du côté des salariés. Mais en revanche, nous constatons malheureusement à l'issue de ce conclave qu'il y a eu une certaine intransigeance de la part du MEDEF pour discuter très concrètement de ces critères de pénibilité et de ces droits sociaux des salariés. Votre regard, Bénédicte Fouché, sur ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. On a vu Patrick Martin, donc le patron du MEDEF, clairement dire la semaine dernière que jamais le MEDEF n'avait souhaité rediscuter de cette réforme des retraites. Est-ce que ce n'est pas une façon de reconnaître que, dès le début, le patronat ne voulait pas aboutir à un accord ?
Alors, je serais assez mal placée pour savoir ce qui se passe dans la tête de Patrick Martin et si vraiment il ne voulait pas aboutir à un accord. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'était pas très allant de fait, puisque, comme on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et de fait, le MEDEF n'avait pas grand-chose à gagner dans la renégociation de cette réforme. C'est un dialogue qui est de nature à rouvrir des débats un peu compliqué pour les partenaires sociaux. Il y a celui, effectivement, qu'on a vu sur la pénibilité. Il y a le sujet du financement qui touche directement, potentiellement, les entreprises. Donc, effectivement, le MEDEF n'était pas demandeur d'une telle concertation. En plus, s'est ajouté à cela le format de cette discussion, qui était assez inhabituel pour lui, et sur lesquels il n'avait pas complètement la main, ce qui a sans doute joué aussi dans l'attitude qu'il a pu adopter. Alors, vous voulez évoquer la méthode, c'est ça? Tout à fait, la méthode. Qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude là-dessus? Alors, d'habitude, le dialogue entre partenaires sociaux, c'est dans un cadre très précis, d'un dialogue interprofessionnel, comme on dit, qui se passe souvent dans les locaux du MEDEF, avec le patronat qui fait une proposition sur laquelle les partenaires sociaux, syndicats et patronat discutent ensemble. Et là, c'est vrai qu'on avait quelque chose de très différent, d'un petit peu novateur, avec un animateur, Jean-Jacques Marette, qui est l'ancien directeur de l'Agirc-Arrco, donc qui connaît très bien le dialogue social, qui connaît très bien les partenaires sociaux, et qui était un peu le monsieur loyal de cette discussion. Et ensemble, ils ont comme ça abordé différentes thématiques. Et au fur et à mesure de leur discussion, ils ont comme ça, comme on dit, cranté aujourd'hui. Et ça n'a pas plu au MEDEF? Parce qu'il perdait un peu la main par rapport à d'habitude? Il perdait un petit peu la main. Il avait un petit peu moins la plume de la proposition qui était soumise jour après jour aux discussions entre les partenaires sociaux. Alors justement, sur ces thèmes qui ont été discutés, Danielle Labaronne dit on a quand même avancé sur plusieurs thèmes, même s'il n'y a pas d'accord, on n'en est pas loin. Vous confirmez, il y a des possibilités peut-être d'arriver dans la dernière ligne droite à un accord? Tout au long de ces discussions, effectivement, il y a des sujets où les partenaires sociaux, vous parliez du retour de 64 à 62 ans, qui ont été, comment dire, évacués, non pas parce que les syndicats étaient favorables tout d'un coup au recul de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, mais parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y avait pas d'ouverture. Donc, peu à peu, ils ont essayé de trouver d'autres stratégies pour, un peu, comme on dit, miter un peu la réforme et essayer de trouver d'autres façons de faire partir des gens plus tôt. Donc, ces thématiques, comme certaines thématiques ont été écartées, d'autres ont fait l'objet de discussions plus approfondies où ils ont senti au fur et à mesure qu'ils pouvaient arriver à un consensus. Donc il y a la retraite des femmes, voilà, les 3 critères de pénibilité qui avaient été exclus tout à fait. Par la réforme Borne, voilà. Que les syndicats voulaient réintroduire, et puis la question de ce qu'on appelle la décote, la suppression de la décote, quand on n'a pas tous ces trimestres, elle est à 67 ans, les syndicats voulaient la baisser à 66 ans. Là-dessus, on en est où aujourd'hui ? Alors sur ces 3 sujets, on a une proposition qui est présentée comme un compromis entre les partenaires sociaux qui a été proposée vraiment au finish de la réunion de la semaine dernière qui devait être initialement la dernière réunion de ce conclave par l'animateur de la concertation Jean-Jacques Marette et qui est en fait qui essaie de trouver des voies de passage, comme disent les partenaires sociaux, sur ces 3 sujets. Le point le plus délicat, ça reste quand même celui du financement. C'est-à-dire qu'on a effectivement un patronat qui dit moi, je ne veux pas que les entreprises paient le coût de cette réforme, sachant qu'il y a en plus un objectif qui avait été assigné par le Premier ministre, qui est de remettre l'équilibre des retraites en 2030 à l'équilibre. Donc c'est ça le nœud du problème pour vous. Sur la question de ce financement, alors il y a 6,5 milliards d'euros à dégager d'ici à 2030. Quelles sont vos positions aux uns et aux autres? Est-ce que l'effort doit être partagé, Danielle Labaronne? Comment vous jugez ce non catégorique du MEDEF? Alors, peut-être rappeler que, effectivement, le débat était encadré avec 2 conditions. L'un, ne pas revenir sur la règle d'âge à 64 ans.
Et le deuxième point, c'était de ne pas déséquilibrer encore davantage, financièrement et budgétairement parlant, le régime des retraites, dont on sait qu'il faut effectivement trouver encore 6,5 milliards d'euros d'ici 2030. Moi, je ne crois pas que le problème qu'a posé le MEDEF porte sur la question du financement, mais davantage sur la question de la pénibilité. D'un côté, il y avait les syndicats qui demandaient à ce qu'on prenne en compte davantage de critères de pénibilité pour permettre à 2 millions de salariés de pouvoir partir plus tôt à la retraite, là où le MEDEF disait la pénibilité, c'est un problème aussi de formation, de reconversion, c'est aussi un problème de prévention, et par conséquent, c'est sur ce point-là que les choses ont achoppé. Mais la question du financement a sans doute dû être abordée, mais c'est surtout la question... Le nom du MEDEF a forcément crispé les syndicats sur la question du financement. Oui, parce que la question de la pénibilité, telle qu'elle était envisagée par les syndicats, avait un coût financier pour les entreprises qui était très important. Thomas Ménager, vous, le RN, vous êtes sur quelle ligne? Sur ces 6,5 milliards à trouver? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut rappeler, on peut comprendre les entreprises, c'est qu'on a déjà un taux de cotisation retraite qui est 10 points supérieur à la moyenne des autres pays. C'est qu'on est à 28% en moyenne contre 18% dans les autres pays européens. Et donc, je peux comprendre aujourd'hui... pas le même système de retraite. Non, ils n'ont pas toujours les mêmes systèmes, pas les mêmes âges de départ, donc c'est toujours difficile, vous avez raison de comparer, mais il faut comprendre que globalement, on sait qu'en France, les prélèvements obligatoires sont déjà très, très élevés et que les entreprises, aujourd'hui, la situation économique ne permet pas pour un grand nombre d'entreprises de voir ces cotisations augmenter. Sur la question du financement, parce que oui, c'est le point central aujourd'hui. Je pense qu'il y a une différence, notamment entre le Rassemblement national et la majorité, c'est que nous avons une vision macroéconomique. On accepte éventuellement que le système par répartition, certaines années, parce que c'est un choix de société, sera déséquilibré. Déjà parce que le système par répartition stricto sensu n'existe plus. On le sait, vous le savez, il y a déjà une part de TVA, ce n'est pas uniquement les cotisations qui financent aujourd'hui notre système de retraite, majoritairement, mais ce n'est pas uniquement ce système par répartition qui s'équilibre grâce aux cotisations. Aujourd'hui, on le voit, il faut avoir une vision globale, parce que quand on fait une réforme des retraites, il y a des effets d'éviction, il y a des impacts sur le chômage, sur le RSA, sur l'assurance maladie, les accidents professionnels. C'est ce que le corps a prouvé, on a vu sur un certain nombre de notes de la DARES ou de l'adresse, il y a des reports sur d'autres branches. Et donc, on le sait, et c'est le corps aussi qui le dit, si on arrive à avoir le taux d'emploi des Pays-Bas, on gagnerait 140 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires chaque année. Donc ce qu'il faut, c'est créer de l'emploi, créer de la richesse, mettre la France au travail de cette France qui veut travailler et pour avoir plus de cotisations pour pouvoir payer. D'un mot, Mélanie Thomas, votre position à vous sur cette question du financement, de ces 6,5 milliards à trouver d'ici 5 ans? Écoutez, je crois qu'il y a, pour nous appuyer dans cette réflexion, les rapports successifs du corps qui disent très bien une chose essentielle, c'est que ce n'est pas en augmentant l'âge de départ à la retraite, en travaillant spécifiquement sur cette mesure d'âge, qu'on va rééquilibrer le système. C'est un faux débat, c'est une fausse solution. Et en réalité, la préconisation qui est donnée aujourd'hui aux politiques, c'est d'aller chercher des recettes fiscales. Et par exemple, parmi ces préconisations, il y a tout d'abord celle d'augmenter les salaires, en particulier le SMIC, parce que plus on va augmenter les salaires, de fait, plus on va pouvoir cotiser dans le pays et donc aller chercher ces millions. Mais je rajouterais aussi que dans les cotisations patronales, si on les augmente d'1 point, les cotisations patronales déplafonnées, on pourrait arriver à 13,8 milliards de recettes. Et puis, d'autre part, sur le rachat d'actions, sur le rachat de dividendes, sur les primes, l'intéressement. Là encore, si on soumet toutes ces mesures à cotisation, eh bien, on a encore des millions, voire des milliards à aller chercher dans le pays. Donc vous voyez, les recettes, elles sont tout à fait pertinentes et possibles si on veut équilibrer notre système. Je vous couche, chers collègues, parce que c'est le cœur du sujet. Vous croyez objectivement qu'avec toutes les faillites d'entreprises qu'il y a, toute la difficulté que vous devez en avoir sur votre territoire, des entreprises, notamment des TPE, des ETI, des PME, on peut augmenter unilatéralement le SMIC, on peut demander une augmentation des cotisations patronales sans mettre en difficulté, sans en fait créer plus de chômage et créer un cercle vicieux qui mènerait vers moins de personnes au travail, moins d'emplois. Mélanie Thomas, d'un mot, et après on va aller voir la responsable de la CFE-CGC. Et c'est le vrai sujet, c'est que l'augmentation des cotisations... Le risque de fragiliser des entreprises déjà mal en point. Alors tout simplement, pour vous répondre, il faut le cadre pour tout cela. J'ai le sentiment que ce conclave n'a pas été le bon endroit pour en parler de façon légitime entre représentants des salariés, représentants du patronat. Ce que le groupe socialiste a tout simplement proposé, c'est qu'on puisse avoir la continuité de ces débats dans l'hémicycle, parce que la question que vous posez, elle
elle est très certainement légitime, mais il faut un cadre démocratique pour pouvoir en discuter, l'impact sur les entreprises, l'impact sur les retraites des salariés. Bon, on va faire en sorte que tout le on ne va pas refaire tout le débat sur la réforme des retraites ce soir en plateau. On va se tourner vers l'un des syndicats qui participait à ce conclave, qui a participé jusqu'au bout, la CFE-CGC. Nous sommes en liaison vidéo avec Christelle Thieffine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez été la négociatrice de la CFE-CGC dans ce conclave. À quoi est dû cet échec pour vous? Comment analysez-vous les choses? Bonsoir. Eh bien, nous, on analyse les choses tout simplement. La partie patronale n'avait pas envie d'être dans cette négociation-là, n'avait pas envie d'un accord. Et à l'inverse des organisations syndicales qui étaient encore autour de la table, nous, on avait envie d'en démordre, notamment par rapport à cette réforme de 2023 qui a besoin d'être revue. Et c'est ça qui a manqué pour nous, c'est la partie patronale qui n'avait pas envie, donc dans lequel on a eu une absence totale de dialogue avec eux. Et alors la réunion de la dernière chance qui était organisée ce matin par François Bayrou, ça a donné quoi à vos yeux? Est-ce qu'il y a encore un espoir d'aboutir à un accord sur 1 ou 2 points peut-être de cette réforme? Ce qui s'est passé ce matin, c'est que moi j'ai entendu une reconnaissance de François Bayrou du rôle des partenaires sociaux que nous sommes, des idées que nous avions mises sur la table. On a eu cette reconnaissance d'avoir besoin de réparation aussi sociale suite au conflit de la réforme de 2023. Et il a entendu, je crois assez cru, ce que nous lui avons dit justement sur la posture de la partie patronale qui n'a pas été à l'auteur de l'enjeu. Mais alors, vous en attendez quoi? peut... vous pensez comme François Bayrou qu'un accord, un chemin reste possible pour reprendre son expression? Et sur quoi? Ça va être extrêmement compliqué dans le sens où nous, on considère la négociation est terminée. On ne va pas retourner autour de la table. On ne peut plus dialoguer avec le patronat sur ces questions-là. Nous, ce que nous avons fait remonter, c'était au gouvernement, puisqu'il y avait François Bayrou, mais aussi le ministère du Travail qui était présent, les points d'accroche, les manques qu'il y avait pour qu'on puisse avoir un accord. Et nous, ce qu'on attend maintenant de sa part, c'est après avoir vu le MEDEF et ses PME aujourd'hui, qui nous disent à la fin de la semaine ce qu'il veut faire. Mais nous, il est hors de question qu'on re-rentre en négociation. Et donc maintenant, la voie de passage, c'est sans doute via le gouvernement. Et peut-être légiférer directement, comme je l'ai entendu à l'instant, peut-être repasser par l'Assemblée nationale. Enfin, en tout cas, les idées sont sur la table. Ce qu'il y a à réparer, on l'a mis sur la table. On a mis les points, comment on les finançait. Donc maintenant, je crois que la démocratie politique peut aussi jouer son rôle suite à nos échanges. Merci beaucoup Christelle Thieffine, on a bien compris le sens de votre message et ça va ouvrir un nouveau débat avec nos invités sur la place du Parlement aujourd'hui dans ces discussions autour de la réforme des retraites. Mélanie Thomas, votre parti aujourd'hui a donc annoncé le dépôt d'une motion de censure en réaction donc à cet échec du conclave. Comment justifiez-vous cela? Pourquoi la censure? Bien écoutez, pour le rappeler très brièvement, je crois que nous sommes particulièrement attachés au dialogue social, mais comme l'a très bien dit Madame à l'instant, représentante des salariés, aujourd'hui l'accord n'a pas été concluant. Et nous avions obtenu quelques promesses de la part du Premier ministre au moment des négociations entre le gouvernement et le groupe socialiste au mois de janvier, qui était de dire que peu importe l'issue de ce conclave, le Parlement aurait le dernier mot. François Bayrou avait même rajouté au moment de son discours de politique générale que ces débats se feraient sans totem ni tabou. Or, nous considérons qu'à travers tout ce cycle du conclave, le Premier ministre n'a eu de cesse de parasiter le dialogue entre partenaires sociaux. Et puis, dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire aujourd'hui, on sent bien que le calendrier qui s'est fixé n'est pas le bon, puisqu'il n'a pas eu assez de temps pour trouver un accord, et qu'aujourd'hui, il voudrait prolonger un débat qui, visiblement, semble avorter, en tout cas du point de vue des représentants des salariés, et qu'aujourd'hui, le MEDEF a peut-être, lui, quelques espoirs, mais en tout cas, du côté des salariés, on sent que la porte s'est refermée. Vous réclamiez un projet de loi, clairement. Aujourd'hui, vous avez dit à François Bayrou, on attend ce projet de loi sur les retraites. Mais vous vouliez quoi dans ce texte, faute d'accord entre les syndicats et le patronat?
Très simplement, l'idée de ce projet de loi examiné à l'Assemblée, c'était de pouvoir réexaminer à l'issue de ce conclave les différents paramètres qui font qu'aujourd'hui nous pouvons rediscuter de façon apaisée de cette réforme des retraites qui a meurtri des millions de Français. Parce que voler 2 ans de la vie des salariés français, ça a été aujourd'hui, enfin en tout cas ça a été vécu en 2023 comme une grande crise politique, crise sociale dans le pays, et c'est important que nous puissions avoir un cadre législatif pour revenir sur ces questions et permettre de redébattre de tous les paramètres, en particulier la mesure d'âge. Danielle Labaronne, vous répondez quoi à Mélanie Thomas et puis aussi à Christelle Thieffine, parce qu'elle dit maintenant la balle elle est dans votre camp, pourquoi pas rouvrir ce débat sur les retraites à l'Assemblée? Alors, je rappelle que le Premier ministre avait dit que s'il y avait un accord qui émergeait de ce conclave, il serait adopté, et que s'il n'y avait pas d'accord, eh bien c'est le droit qui s'appliquerait, et le droit tel qu'il a été adopté avec la réforme de 2023. Bon. S'agissant d'un projet de réforme, on voit bien l'enjeu. L'enjeu, c'est de revenir à une règle d'âge qui passerait de 64 à 62 ans. C'est ça l'objectif ultime. Financer, on ne sait pas comment, si ce n'est par l'augmentation des taxes sur les entreprises, l'augmentation des cotisations sur les entreprises et l'augmentation des prélèvements obligatoires sur l'ensemble des Français. C'est ça votre objectif. Vous nous inventez des taxes sur les dividendes, sur les bénéfices, sur le chiffre d'affaires. Enfin bref, vous avez une imagination fiscale qui est débordante. Je vous félicite là-dessus. Mais du point de vue de l'impact sur les entreprises, sur leurs résultats d'exploitation, sur le chômage éventuel que cela générerait, cela ne vous préoccupe absolument pas. Donc, donc vous pensez qu'il ne faut pas rouvrir ce dossier? La question du financement des retraites passe par une augmentation du taux d'emploi des jeunes et des seniors. Nous avons là un chantier qu'il faut ouvrir et il faut inciter davantage de Français à travailler, pas demander aux Français qui travaillent de travailler plus, mais demander à ceux qui ne travaillent pas, les juniors, mais pour de bonnes raisons, demander également aux entreprises de davantage conserver leurs seniors pour permettre à ces jeunes et à ces seniors de cotiser davantage et de permettre de rééquilibrer le financement de notre régime de retraite. Elle vous inquiète, cette motion de censure du Parti socialiste qui sera débattue en début de semaine prochaine? Toutes les motions de censure doivent être examinées avec respect, c'est un droit du Parlement, donc je l'accueille, mais je crois que c'est totalement irresponsable. Je la respecte, mais je la considère comme totalement irresponsable. Thomas Ménager, vous avez une occasion, si je puis dire, de faire tomber le gouvernement Bayrou sur une de vos promesses de campagne, l'abrogation des 64 ans. Sauf que Jordan Bardella a fixé la ligne la semaine dernière. Il a dit le RN ne censurera pas le gouvernement sur la question des retraites. Est-ce que ce soir, vous nous confirmez cela à 100%? Alors, notre promesse de campagne, elle a été tenue, puisque le 31 octobre, dans notre niche, quand on avait l'ordre du jour, on a déposé l'abrogation qui n'a pas été votée par la gauche. D'accord. Vous pensez que pour vos électeurs, elle est tenue? Aujourd'hui, les 64 ans n'ont pas été abrogés. Dès le premier jour, on a dit qu'on faisait ce travail dans notre niche. La gauche, par sectarisme, a refusé cette abrogation. Et nous avons dit aux Français, ça passera par une nouvelle majorité, par un débat à l'élection présidentielle et par le programme que nous proposons. Censurer, on utilise cette bombe nucléaire démocratique qu'en dernier recours. C'est-à-dire quand on est pour bloquer des mesures qui vont être un changement demain pour les Français. Cette réforme, c'est pas le cas des 64 ans? Mais attendez, le conclave, il n'a rien apporté de positif, rien de négatif, nous n'avons pas de texte, il y a un statu quo. On peut le regretter, nous on veut un changement, mais il y a un statu quo. Bon, donc je vous repose la question, vous nous confirmez ce soir à 100%, le RN ne votera pas cette motion de censure? On aura bien sûr un débat en réunion de groupe la semaine prochaine quand le texte et la motion de censure sera réellement déposée, elle n'est pas encore à 7 heures. Mais vraisemblablement, nous, on ne s'interdit pas, comme on l'a fait avec le gouvernement Barnier, de censurer quand il y a des mesures néfastes, qui a permis aux Français d'avoir des gains de pouvoir d'achat quand nous avons censuré le gouvernement Bayrou. Mais on n'est pas... Oui, enfin, ce qui a permis quand même aux Français de voir leur électricité baisser. Je ne pense pas que les augmentations de charges... Je ne comprends pas, M. Labaronne, il y avait 40 milliards d'augmentations d'impôts, alors qu'à l'instant, vous avez donné une leçon à Mme Thomas sur le côté, il ne faut absolument pas augmenter les prélèvements obligatoires, alors que le budget qu'on a censuré, c'était 40 milliards. Mélanie Thomas, j'aimerais bien vous entendre justement. C'est que là, c'est pour bloquer. Et au moment du budget, le Rassemblement national sera présent pour bloquer si éventuellement le gouvernement ne fait pas des économies, mais fait le choix des augmentations d'impôts pour équilibrer le budget de l'État. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire Thomas Ménager? A priori, le RN ne se joindra pas à votre motion de censure. Elle ne veut jamais nos voix, normalement. Écoutez, pour les socialistes, le principe est clair, c'est que nous souhaitons
à notre initiative, déposé une motion de censure et que la dynamique est enclenchée, notamment sur les bancs de la gauche, pour nous suivre sur cette motion de censure. Après, vous savez que sans les voix du RN, ça ne donnera rien. Libre au groupe de nous suivre ou non, mais en tout cas, nous ne la faisons pas de façon, totalement déséquilibrée. L'idée, c'est de répondre à des attentes très concrètes des Françaises et des Français, qui sont des millions aujourd'hui à subir cette réforme qu'ils trouvent profondément injuste. Et donc, chez les socialistes, nous sommes dans la constance de nos propositions, dans la constance de nos combats. Nous avons été élus également sur cette mesure d'abrogation de la réforme des retraites. Et donc, comme nous sommes fidèles à nos promesses de campagne, nous allons jusqu'au bout. Nous avons respecté ce temps du dialogue social qui n'a pas fonctionné. Et désormais, nous souhaitons accompagner ce monde des salariés qui vit dans la plus grande injustice de devoir travailler 2 ans de plus. Et on le sait, ce qui ne permettra pas de donner toutes les garanties d'un système des retraites parfaitement équilibré. Donc, il faut un dialogue à l'Assemblée nationale. C'est ce que le Premier ministre nous avait promis. Il n'a pas respecté cette promesse qui avait été faite au moment du débat budgétaire. Nous le regrettons profondément. Et donc, comme il ne souhaite pas prendre ses responsabilités, c'est notre opposition qui la prend aujourd'hui. Et en toute responsabilité, nous pensons que c'est le bon moment pour qu'une censure ait lieu à l'Assemblée nationale. Juste Thomas Ménager, alors Mélanie Thomas ne va pas sur ce terrain-là, mais Jean-Luc Mélenchon, oui. Il a réagi cet après-midi en disant « Le RN ne sert à rien d'autre qu'à aider Macron à rester au pouvoir ». Est-ce que votre refus de censurer le gouvernement sur cette promesse que vous aviez faite d'abroger les 64 ans, est-ce que votre électorat, à un moment, il ne va pas vous le faire payer ? C'est M. Jean-Luc Mélenchon, celui qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron à plusieurs reprises et aux élections législatives, qui a dit ça. C'est étonnant, mais je lui réponds. Nous, on est là quand il faut protéger les Français, quand il y a des mesures qui nécessitent une censure. Et la censure, c'est un équilibre, c'est un bilan coût-avantage, et les Français l'ont bien compris, entre l'impact que ça peut avoir sur l'économie quand on censure et les mesures néfastes qu'il y a dans un budget ou dans un texte, et quand il y a la nécessité de censurer. Aujourd'hui, l'heure n'est pas venue, mais on sera là pour protéger les Français en toutes circonstances. Et nous, on n'a jamais transigé dans notre opposition aux macronistes. Loin s'en faut, on est les seuls à avoir été élus sur notre nom, sans avoir eu ces tripatouillages au moment du Front républicain. Une dernière question pour vous. Vous refusez donc de censurer le gouvernement sur la question des 64 ans. Maintenant, vous vous convertissez à la règle des 3% pour limiter le déficit budgétaire. C'est très nouveau au Rassemblement national. Vous multipliez les rencontres avec le patronat de façon ouverte. Est-ce que le RN n'est pas en train de changer, de se convertir à... Est-ce qu'il n'est plus le parti anti-système ? Non, mais je pense qu'on a un projet d'équilibre qui tient compte de la justice sociale, mais qui tient compte aussi des finances publiques pour l'avenir, pour la dette, pour nos générations, les générations qui vont nous suivre. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, de la même manière qu'on ne peut pas promettre 60 ans pour tous. C'est la raison pour laquelle on a un projet d'équilibre qui vise à développer notre économie, à réindustrialiser notre pays, à créer plus de richesses, mais à protéger les plus fragiles, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui ont commencé tôt. Et je pense que les Français, en fait, ils attendent un petit peu, au-delà de ces clivages droite-gauche, un projet d'équilibre, de bon sens, qui fait fi un peu de ces idéologies et de ces cases dans lesquelles on veut nous mettre, mais qui tient compte des attentes et des aspirations des Français pour l'avenir. D'un mot, Bénédicte Fouché, vous qui suivez ça de près, dans le détail, depuis le début, est-ce que vous y croyez, vous, encore à un accord, et sur quoi éventuellement ? Écoutez, je dirais que le nouveau Jean-Jacques Marette, c'est François Bayrou. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je crois que c'est à lui de décider. Les partenaires sociaux ont exprimé une position assez claire sur... Le patronat aussi a été très ferme ce matin. Il y a des sujets, on les a évoqués, sur lesquels ils peuvent s'entendre. Maintenant, c'est peut-être à lui de tordre un petit peu le bras de chacun pour essayer de trouver... Et là, je ne suis pas dans son bureau. Réponse normalement avant la fin de la semaine. On verra cela, effectivement, si la fumée blanche sort de Matignon dans les jours qui viennent. Et puis on suivra bien sûr cette motion de censure annoncée par le PS et qui devrait être débattue en début de semaine prochaine. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. On passe à la question qui fâche à présent. Et on accueille ce soir 2 députés pour cette question qui fâche. Bonsoir messieurs. Jean-Luc Fugit, vous êtes député Ensemble pour la République du Rhône. Mathias Renaud, vous êtes député Rassemblement national de la Somme. Et je précise que vous êtes tous les deux un peu en charge, si on peut dire, des questions d'énergie au sein de vos groupes
respectifs. Alors, y a-t-il un nouveau front anti-écolo à l'Assemblée? C'est la question qui vous est posée ce soir, messieurs, car depuis quelques semaines, l'Assemblée a voté plusieurs mesures, plusieurs reculs sur des mesures écologiques fortes. Cet après-midi, la majorité a même été amenée à voter contre une loi qu'elle voulait pourtant voter, mais qui a été profondément modifiée par plusieurs amendements anti-écologiques. On fait le point avec Maïté Frémont. La question qui fâche ce soir concerne une histoire qui se répète. L'Assemblée nationale n'a pas adopté un socle commun qui porte une proposition de loi et finalement demande son rejet. Je pense que ce rejet était nécessaire tant le texte, dans sa version initiale, a vu ses dispositions dégradées par un certain nombre de mesures industriellement absurdes. La loi dite Grémillet sur le futur énergétique de la France, venant du Sénat, trop remaniée pour le socle commun par rapport à la proposition initiale. La semaine dernière, coup de théâtre de dispositions proposées par la droite, soutenues par le Rassemblement national, sont adoptées, et ce contre l'avis du gouvernement. D'abord, le redémarrage de la centrale nucléaire de Fessenheim et surtout ce moratoire sur le développement de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque et éolienne. Énième épisode de mesures anti-écologiques. Loin de l'enthousiasme d'avant, je viens m'asseoir avec une tension sourde qui serre la poitrine. Je sais qu'on va reculer. Encore. Depuis des mois, les abandons écologiques se succèdent. Aucun dispositif n'est épargné. Ni les zones à faible émission, ni la zéro artificialisation nette. Un bloc présidentiel absent des bancs de l'hémicycle, alors que le camp RN, très présent dans ce débat, en a fait son cheval de bataille. Vous avez déserté cet hémicycle, chers collègues macronistes, car vous savez que vous avez perdu la bataille idéologique et technique sur l'énergie. Vous ne défendez plus que des slogans creux et vains. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Face à un bloc central peu motivé, y a-t-il un front anti-écolo qui s'impose à l'Assemblée ? Jean-Luc Fugit, je commence par vous, parce que Sandrine Lefeur, qu'on vient de voir dans ce sujet, on a vu son émotion. Elle vous a associé à la question qu'elle a posée au gouvernement cet après-midi. Est-ce que vous partagez son émotion et ce sentiment qu'elle a d'un nouveau front anti-écolo à l'Assemblée ? Je ferai remarquer tout d'abord que quand on dit qu'il y a des reculs, et on a pu en observer sur les ZFE, sur le ZAN, sur les énergies renouvelables, ça veut dire qu'il y a eu des avancées ces dernières années. Donc on nous taxait de pas être capable d'avancer sur l'écologie. Au contraire, nous avons avancé. Nous le faisons avec beaucoup de pragmatisme et en nous appuyant sur des données à la fois scientifiques et de manière très objective. Quand on regarde les ZFE, c'est un problème de santé respiratoire de nos concitoyens, même si la question sociale est bien entendu à côté. On n'a que 2 ZFE qu'on souhaitait vraiment défendre et qui sont obligatoires de par les données en termes de santé respiratoire, quand il y en a 315 sur le reste de l'Europe. Vous voyez, donc c'est pas énorme. Voilà. Et sur les énergies renouvelables, écoutez, oui, je comprends l'émotion de ma collègue que je partage. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure à la tribune, vous auriez pu en passer un extrait. Je crois que j'ai été très clair aussi. Le moratoire sur les énergies renouvelables, il est incompréhensible. Et oui, est-ce qu'il y a un nouveau front anti-écolo qui se dessine avec le RN et les Républicains qui font une sorte d'alliance un peu de circonstance? Que sur des amendements, si on prend le moratoire sur, par exemple, les énergies renouvelables, c'est une proposition, donc, en effet, du groupe de la droite républicaine qui a été votée et soutenue par les alliés de l'extrême droite, donc l'UDR et le Rassemblement national. Donc c'est un constat. Et ensuite, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec un vote qui a été en faveur de ce moratoire, ce qui est un très, très, très mauvais signal envoyé au développement des énergies renouvelables. Encore une fois, les stop and go, ce n'est pas bon en matière donc, de transition énergétique. Mathias Renaud, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Fugit et peut-être aussi à Gabriel Attal, parce qu'on l'a vu poster sur X, le réseau social, hier, ce message où il pointe du doigt un axe anti-écologie qui s'est formé à l'Assemblée, qui vote systématiquement contre tout ce qui permet d'œuvrer à la transition écologique, et il pointe du doigt le RN et les Républicains. Écoutez, c'est un front anti-écologie punitive et contre cette écologie qui coûte extrêmement cher aux finances publiques et aux factures des Français, en l'espèce de factures... Les éoliennes ne sont pas de l'écologie punitive, vous dit Jean-Luc Fugit. Non, mais là, c'est dans la deuxième partie de ma réponse, cette écologie qui coûte cher donc, aux finances publiques et aux factures d'électricité. Ce que je remarque, c'est qu'on a eu un certain nombre de victoires politiques
est pour l'instant idéologique au sein de l'Assemblée. Ça a été vrai sur les ZFE, ça a été vrai sur la loi ZAN, et ça a été vrai... Zéro artificialisation nette des sols, voilà, qui est un peu vidé de sa substance, on va dire. Exactement, et qui embête beaucoup les petits maires ruraux pour le développement économique de leur commune. Et l'absence d'énergie renouvelable aussi. Donc, une victoire sur le moratoire sur les éoliennes. Sachant que ZFE ZAN, on a effectivement été suivi par la droite républicaine, mais aussi par quelques macronistes. Et donc là, macronistes qui reviennent en arrière sur ce moratoire sur les éoliennes, parce que, quelque part, ils se soumettent idéologiquement au logiciel écologiste, comme l'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. C'était vous dites que vous êtes contre la fermeture des réacteurs nucléaires, dont Fessenheim, et c'était aussi la grande période de Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, de la loi énergie-climat, etc. Voilà. Mais quelle est votre écologie? Vous dites qu'on est contre l'écologie punitive, mais on vous entend peut-être pas non plus beaucoup sur vos propositions écologiques, sur la qualité de l'air, sur les énergies renouvelables. Vous proposez quoi? Alors, sur la qualité de l'air, nous, on fait confiance à la technologie. C'est-à-dire qu'on constate que dans les grandes villes, il y a une baisse tendancielle de la pollution qui n'est pas due aux ZFE, qui ne sont pas encore en place et qui ne sont respectés par personne, mais par un renouvellement naturel du parc automobile, puisque les technologies, simplement, sont meilleures. Donc, moi, je dénonce le fait que quand l'État constate un problème, on se tourne... Finalement, l'État se tourne vers lui-même, vers sa bureaucratie en disant « faites des règles, faites des cartes, faites des restrictions de circulation », plutôt que de se tourner vers les constructeurs automobiles en ayant confiance en la technologie et la science. Votre réponse, Jean-Luc Fugit, à la vision de l'écologie qui est défendue par Mathias Renaud et par son parti, le RN? Écoutez, c'est une vision que je ne partage absolument pas. Donc nous, on a de l'ambition sur le plan écologique, avec derrière toujours la question, vous parlez de questions qui fâchent, puisque c'est l'émission. La question qui fâche, c'est la question du CO2 et aussi l'impact de la pollution de proximité sur la santé de nos concitoyens. Donc les ZFE mobilité à l'époque, on les met en place pour un problème de santé respiratoire. C'est plus de 40 000 décès, mais c'est aussi toutes les maladies chroniques, etc. L'asthme, c'est vraiment un vrai sujet de santé. Et c'est un sujet d'ailleurs, il y a un rapport de 2015 du Sénat qui estime que la pollution de l'air, c'est 100 milliards d'euros par an comme l'impact. Et pour tout ce qui est des énergies renouvelables, enfin quand même, il faut qu'on soit un petit peu sérieux sur le sujet. Aujourd'hui, c'est nécessaire pour nous d'avoir et du nucléaire et du renouvelable, parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de sortir progressivement de notre trop forte dépendance aux énergies fossiles. 60% de la consommation énergétique globale de notre pays, c'est de l'énergie fossile importée à 99% de pays hostiles ou instables. Que répondez-vous à Mathias Renaud quand il dit qu'on peut se passer des éoliennes, d'autant que l'électricité produite par les éoliennes coûte plus cher que celle du nucléaire? C'est ça ce que vous dites. Ce qui est totalement faux. Ce qui est absolument faux. En plus, on le sait très bien, quand il y a eu le bouclier, par exemple, tarifaire, pour faire face à l'augmentation du coût de l'énergie en 2022 suite à la guerre en Ukraine, etc., la moitié du bouclier tarifaire a été financée grâce aux rentrées fiscales faites par les énergies renouvelables qui sont produites chez nous. Parce que les énergies renouvelables, c'est de l'emploi local, c'est de la production locale, c'est bon donc, pour la souveraineté, c'est bon pour le climat. C'est bon pour l'emploi, et l'emploi derrière, c'est aussi le modèle social. Alors que tous les jours, on dépense 180 millions d'euros pour importer des énergies fossiles, et ça, c'est pas bon, ni pour le climat, ni pour la balance commerciale. On préfère mettre de l'argent pour aider à développer et le nucléaire et les énergies renouvelables. Il nous reste peu de temps, 2 minutes, pour évoquer un risque, à force de modifier cette loi et de la dénaturer par rapport à son objectif initial, c'est que le gouvernement prenne ses décrets dans son coin sur ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, sans attendre la fin de ce débat à l'Assemblée. Est-ce que c'est une ligne rouge pour vous? Est-ce que ce sera un motif de censure si le gouvernement fait ça? C'est clairement une ligne rouge, et on l'avait annoncé dès le mois de mars, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a eu ce débat à l'Assemblée. C'est-à-dire que cette loi, au départ, était au Sénat, était bloquée au Sénat depuis le mois d'octobre. Et au mois de février-mars, quand on a vu la perspective d'un passage en force par décret sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie, sur des bases qui ne nous conviennent pas du tout, on a dit « attention, c'est une ligne rouge ». Donc si le texte ne va pas à son terme et que le gouvernement prend par décret de manière autoritaire et force finalement son plan, là, il y aura un vrai sujet. Oui. Jean-Luc Fugit, vous-même, vous êtes sur quelle ligne par rapport à ça? Vous demandez au gouvernement de temporiser, d'attendre la fin des débats au Parlement? Moi, j'écoute l'ensemble des acteurs. Et l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, est en situation très délicate parce qu'ils attendent. Il y a des appels d'offres qui doivent être lancés. On a des investisseurs qui sont là. Il y a des emplois en jeu. Il y a des risques extrêmement importants. Donc, de déstabiliser tout un écosystème, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Et donc, vous voulez qu'on aille vite sur la publication des décrets? Oui, je souhaite qu'on aille vite parce que la PPE, je rappelle qu'elle a fait l'objet de plus de 3 ans de travaux.
et que les parlementaires pouvaient y participer. Or, le Rassemblement national n'y a pas participé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau de Ça vous regarde. On quitte le domaine franco-français à présent pour s'intéresser au sommet de l'OTAN qui s'ouvre ce soir à La Haye, aux Pays-Bas. Général Trinquant, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. On va évoquer avec vous les enjeux de ce sommet auquel Donald Trump va participer, avec un président américain qui arrive avec des exigences sur le financement de la défense au niveau européen. Un président américain toujours aussi imprévisible et qui a un peu le regard ailleurs, tourné vers le Proche-Orient. On fait le point avec Baptiste Gargui-Chartier. Si on vous invite ce soir, Dominique Trinquant, c'est que votre regard peut sans aucun doute nous éclairer. Vous, le diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, devenu général et spécialiste des relations internationales. Justement, le sommet de l'OTAN débute dès ce soir, un rendez-vous suivi avec beaucoup d'attention. Et pour cause, l'instance devra s'adapter aux défis de la présidence Trump, lui-même confronté à la guerre israélo-iranienne. Il s'agit du 32e sommet depuis la signature du traité, le 4 avril 1949, à Washington. À l'époque, 12 pays fondateurs ici en rouge composent l'Alliance. 76 ans plus tard, 32 pays au total avec un principe fondamental que stipule l'article 5. Les parties conviennent qu'une attaque armée survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. La riposte est donc de droit. Entre les lignes, Donald Trump fixe une condition. Je vais également demander à tous les pays de l'OTAN de porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB, ce qui aurait dû être le cas il y a des années. Elles n'étaient que de 2% et la plupart des pays n'ont pas payé jusqu'à ce que j'arrive. Les États-Unis imposent le tempo à l'Europe, sujet qui devrait d'ailleurs figurer à l'ordre du jour, à en croire Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, sans doute contraint de soutenir l'initiative. Il s'agit d'un bond en avant ambitieux, historique et fondamental pour assurer notre avenir. Alors l'OTAN peut-elle vraiment compter sur le soutien des États-Unis? S'agit-il toujours d'un allié? Un indice en février dernier à Munich, lorsque J.D. Vance évoque l'Europe. Ce jour-là, le vice-président américain n'ouvre pas le robinet d'eau tiède. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est ni la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales. Un sommet qui aura donc une portée diplomatique de grande ampleur, avec un président américain au centre de toutes les interrogations. Général Trinquant, bonsoir. Bonsoir. On a un peu l'impression que l'enjeu principal de ce sommet de l'OTAN, c'est de limiter la casse, de préserver la cohésion et surtout la crédibilité de l'OTAN, au point que les organisateurs, ils ont même raccourci la durée du sommet pour éviter de donner un peu l'occasion à Donald Trump de claquer la porte, de partir en faisant un scandale. On en est là aujourd'hui? Oui, en fait, les Européens ont envie de conserver les États-Unis avec eux au sein de l'OTAN. Et les États-Unis, pour l'instant, c'est M. Trump. Donc on taille à la mesure de M. Trump. Donc il arrive ce soir à La Haye et ça se termine demain après-midi. Alors que ça devait durer 3 jours. Généralement, ça dure 3 jours. Mais on sait que le président Trump, plus de 3 minutes, c'est un peu compliqué. Donc 3 jours, c'est impossible. Mais notre principal allié est à ce point peu fiable aujourd'hui? Écoutez, peu fiable, je ne sais pas. Monsieur Trump, oui, il est imprévisible. Il arrive, pour lui, auréolé d'un accord de paix. Alors, il n'y a pas d'accord du tout. La paix est fragile, mais... Un cessez-le-feu, en tout cas. Oui, un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Mais il est imprévisible au sens où les intérêts américains, en plus, ne correspondent pas aux intérêts européens. C'est-à-dire? Les intérêts américains, c'est essentiellement la Chine. C'est le Pacifique. Et très impliqué au Proche-Orient, mais extrêmement près d'Israël et pas du tout de la Palestine. Et donc, tous ces sujets font que les Européens ne sont pas tout à fait sur la même ligne, mais les Européens ont besoin, pour l'instant, des États-Unis en Europe, parce qu'ils se sont tellement reposés sur eux qu'ils sont un peu désarmés aujourd'hui. Alors, on va parler de ça dans un instant, mais vous parlez d'intérêts divergents. Est-ce qu'on n'en est pas aussi à avoir des valeurs divergentes quand on repense au discours de J.D. Vance, le vice-président américain, il y a quelques mois de cela, quand il est venu en Europe, quand il est venu à Munich, en Allemagne, et qu'il a attaqué un peu les principes de l'état de droit et de nos démocraties européennes? Non, mais vous avez raison, il y a un problème de valeurs. Aux États-Unis, le mouvement woke était allé très loin. L'arrivée de M. Trump, c'est un retour en arrière. Les Américains ne savent pas faire les choses à moitié. Ils vont complètement dans l'autre sens.
Le wokisme pose des problèmes aussi en Europe, mais on a une façon plus souple de régler les problèmes. Et donc, évidemment, il y a un problème avec la brutalité américaine pour régler ces problèmes-là. Et donc, les Européens, en leur cœur, au sein de nos démocraties, il y a des pour, il y a des contre, mais tout ceci se termine par un vote. Et à la fin, la démocratie gagne. Ce qui est au cœur de l'OTAN, c'est ce qu'on appelle l'article 5 dans le traité de l'Atlantique Nord, qui prévoit que si un membre de l'OTAN est attaqué, les autres doivent être solidaires en quelque sorte. Et on a vu là, dans l'avion qui l'emmène vers les Pays-Bas, Donald Trump expliquait bon, l'article 5, ça peut se définir de plusieurs façons. Que vaut cet article 5 quand la décision finale est entre les mains de Donald Trump? Alors je crois que malheureusement, effectivement, le président Trump a raison. L'article 5, ça veut dire qu'on se sent attaqué, qu'on se concerte et qu'on prend toute mesure nécessaire. Ça ne veut pas dire forcément qu'on met le branle-bas de combat pour combattre. Donc il n'a pas tort. Le seul problème, c'est que c'est la puissance militaire majeure, c'est celle qui est dissuasive. Et donc si dès aujourd'hui, il dit qu'il n'utilisera pas la force militaire au profit des Européens, ça pose un réel problème aux Européens, bien sûr. Est-ce que l'OTAN fait encore peur à ses adversaires, aux adversaires de l'Europe aujourd'hui? Je pense à la Russie, notamment. Oui, alors la Russie. Alors d'abord, il faut revenir un petit peu. L'OTAN, créée en 1949, justement, face à l'Union soviétique. Donc c'est le sujet majeur. L'OTAN s'était un peu égarée en Afghanistan. Là, elle revient à son corps promesse initiale, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, oui, il faut rappeler simplement que la Russie n'a pas réussi au bout de 3 ans à vaincre l'Ukraine. Les combats continuent, on en parle peu parce qu'on parle beaucoup de l'Iran, mais ils continuent. Mais aujourd'hui, la Russie n'a pas été capable de faire ça. Donc contre l'OTAN, elle n'est pas capable. L'OTAN est en train de regarder l'horizon à 5 ans. Et là, elle pense que la Russie aura regagné des capacités qui seront peut-être dangereuses pour nous. Il y a 84 000 soldats américains déployés en Europe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe s'ils rentrent à la maison demain? Alors, le premier point, c'est qu'il n'y en avait que 50 000 avant la crise ukrainienne. C'est le président Biden qui en a ramené. Le président Trump en avait déjà ramené au pays. Donc s'il y a une crise, naturellement, il y aura une crise, j'entends avec le président Trump, il y aura une diminution des capacités en Europe. Je crois que les Européens ont compris le message. Ils veulent augmenter leurs capacités. Alors, c'est tout l'enjeu. C'est que ça prend du temps. Voilà, c'est tout l'enjeu, en tout cas à court terme, de ce sommet. C'est d'acter une augmentation des dépenses de défense par les pays membres de l'OTAN. Elle est exigée par Donald Trump. Il veut que chacun consacre 5% de son PIB à la défense. Il y a un compromis qui se dessine, 3,5% directement liés à la défense, 1,5% à des dépenses annexes qui sont liées indirectement à la défense. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose pour l'Europe que Donald Trump lui impose ça? Mais complètement. Lors de son premier mandat, déjà, il y avait eu un coup de pied donné aux Européens. Et ils avaient commencé à sentir qu'il fallait bouger. Bon. Et puis, il y a eu M. Biden, donc tout le monde s'est reposé en disant « pas de problème, les Américains sont avec nous ». Là, je le disais avant les élections, je disais pourvu que M. Trump passe, non pas que j'aime M. Trump, mais que ça va fiche un tel coup de pied au derrière aux Européens qui vont se réveiller. Donc, parce que sur le fond, M. Trump a raison. L'Europe, 3e puissance économique du monde, 450 millions d'habitants, pourquoi se repose-t-elle sur les États-Unis? En 1949, on le comprenait, c'était la sortie de la guerre, la moitié de l'Europe était occupée par l'Union soviétique. Aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre. Simplement, il faut que les Européens fassent des choix entre leur style de vie, si j'ose dire, et l'effort à faire pour se défendre. Et donc, c'est important. Le problème, c'est l'horizon auquel on se place. Alors, avant de parler de l'horizon, peut-être prendre la mesure de ce que représente cet effort pour les Européens en général, pour la France elle-même en particulier. Ça veut dire quoi consacrer 3,5% du PIB à la défense? On en est où, nous, aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la France est à 2,1%. Hein. Malgré les efforts de ces dernières années, qui ont déjà beaucoup... Depuis 2017, nous avons 2 lois de programmation successives qui amènent des augmentations. Pour vous donner un chiffre, le budget 2025, c'est plus 3,3 milliards d'augmentation. Donc c'est bien, sauf que la France n'en a pas les moyens aujourd'hui. Et que la réalité de la loi de programmation, à partir de 2025, n'est plus appliquée. C'est-à-dire que quand on arrive à la loi budgétaire annuelle, eh bien, il y a des gels, il y a des reports qui font qu'on n'arrive pas. Donc la vraie question, je le disais en entrée, c'est le choix que les Français doivent faire. Les Français, concrètement, sont acquis à l'idée qu'il faut
plus de défense, qu'il faut investir dans la défense. Mais il va falloir leur poser la question, d'accord, mais où est-ce qu'on diminue? Parce qu'on est déficitaire. Donc c'est là qu'il y a un vrai problème. Derrière cette augmentation des budgets de défense en Europe, il y a aussi l'idée que, vous le disiez, l'Europe se prépare à assurer seule sa propre défense à terme, avec ce concept d'autonomie stratégique qui est porté par la France. Sauf qu'il y a beaucoup de pays membres de l'Union européenne qui ne semblent pas vraiment être sur cette ligne. Comment est-ce qu'on peut préparer l'après-OTAN si tout le monde en Europe n'est pas sur la même ligne? Alors, je pense qu'on a un avocat pour ça qui s'appelle M. Trump. Les Européens dont vous parlez, en fait, cherchent absolument à être accrochés aux États-Unis. Donc, il va falloir voir quelle va être leur réaction si les États-Unis sont aussi brutaux que M. Trump peut l'être. Je crois que c'est le bon avocat. Parce que la France a une position singulière. Depuis le général de Gaulle, elle a toujours pensé à l'autonomie, à l'indépendance, etc. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir l'arme atomique grâce au général de Gaulle. Et donc on se dit on est protégé. Les autres ne le sont pas. Donc il faut impérativement que les Européens, brutalisés par M. Trump, réalisent qu'il faut le faire. Malheureusement, M. Trump, commercial, champion du deal, lui va vous dire bah oui, mais il faut acheter des F-35. Alors, c'était ma question d'après. Comment le faire? Avec quel matériel? Parce qu'il y a une pression très claire des Américains pour que cet effort de défense il se fasse avec, en grande partie, on va dire, du matériel américain. On voit la bataille qu'il y a aujourd'hui entre les F-35, d'un côté, ces avions de chasse américains, et le Rafale, et on voit que les Européens sont partagés. On a vu la Belgique récemment dire on va acheter des F-35. Alors, est-ce qu'ils le font parce que ce sont de meilleurs avions, ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent faire plaisir aux États-Unis? Alors, je réponds tout de suite la deuxième option, pour faire plaisir aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis vendent des F-35 en disant que ce sont les seuls qui vont pouvoir porter la bombe atomique américaine? Je rappelle que la bombe atomique américaine, elle reste américaine, premier point. Deuxièmement, c'est une bombe gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle tombe comme à Hiroshima, et ça, personne aujourd'hui n'utiliserait une bombe comme ça. La bombe sur le Rafale, c'est un missile qui est lancé très loin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne a mis 100 milliards sur la table, comme vous le savez, pour l'équipement globalement des Européens. Et elle a mis une barre avec 65 à 70% du matériel doit être de conception et de fabrication européenne. C'est une victoire qui a été remportée par la France. Mais on ne va pas tout à fait au bout. Et donc, il faut impérativement qu'on renforce ce dispositif, d'autant, comme vous le savez... Et on est en situation aujourd'hui de dire à Donald Trump, non, on ne va pas acheter votre matériel de guerre. Nous, les Français, on le dit. Ce sont les autres qui doivent le dire. Je vois la Suisse qui, aujourd'hui, se pose des problèmes. Vous me direz, elle n'est pas dans l'Union européenne. Enfin, pour faire un virage en Suisse, on est obligé de passer en France et en Allemagne. Donc, il y a quand même des questions qui se posent. Donc, je crois qu'il faut que les Européens en soient convaincus. Ils n'en seront jamais autant convaincus que M. Trump sera dur avec les Européens et les contraindra à faire des efforts. Alors, un mot de l'Iran, parce que ce sommet de l'OTAN, il se tient dans un contexte très particulier, cette guerre donc déclenchée par Israël contre l'Iran. Ce cessez-le-feu très fragile qui s'est dessiné ces dernières heures, on l'a vu, fragile. Et en même temps, le président iranien ce soir qui annonce qu'à ses yeux, cette guerre de 12 jours est une victoire du peuple iranien et il annonce donc la fin de cette guerre des 12 jours. Vous y croyez à ce cessez-le-feu? Je crois à ce cessez-le-feu pour plusieurs raisons. D'abord, le président Trump s'était fait embringué, si j'ose dire, dans cette guerre par M. Netanyahou. C'est l'option de M. Netanyahou qui voulait détruire la capacité nucléaire et changer le régime. Il avait ces deux objectifs. Le président Trump s'est engagé in fine, mais massivement, sur le premier objectif, l'arme nucléaire. Et là, il a dit maintenant, Netanyahou, ça suffit. Le changement de régime ne va pas venir. Regarde, rien ne bouge en Iran, donc on s'arrête là. Deuxième point, le Qatar a travaillé avec l'Iran en leur disant « Écoutez, vous avez perdu la partie, maintenant on arrête ». Donc le Qatar a fait une chose, sauver la face en faisant cette fameuse attaque sur Doha, alors, dont on sait que c'était une pièce de théâtre. Les Américains et les Qataris étaient prévenus et donc il ne s'est rien passé. Simplement, pour la propagande iranienne, sauver la face, il faut la sauver complètement. Et donc là, on dit, on a vaincu. On a gagné. On a gagné, alors qu'en fait, ils ont perdu. Mais dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, les Iraniens vont réaliser la faiblesse du régime, qui a été incapable de les défendre, qui a perdu l'argument majeur qui était l'arme nucléaire. Et donc, on va voir ce qui se passe en Iran
dans les semaines ou les mois qui viennent. Il nous reste 30 secondes à peine, mais on n'a pas parlé de l'Ukraine. Elle était quand même au cœur des précédents sommets de l'OTAN. Là, on évoque une possible rencontre Trump-Zelensky en marge de ce sommet. On attend quoi, l'Ukraine, de ce sommet aujourd'hui ? Que M. Trump ne claque pas complètement la porte au nez de l'Ukraine. Malheureusement, la guerre continue là-bas. M. Trump va dire aux Européens, c'est votre problème, c'est pas mon problème, mais il y a des capacités que les Européens ne peuvent pas mettre à la place des Américains aujourd'hui. Merci beaucoup, Général Trinquant. Je rappelle le dernier livre que vous avez signé, D'un monde à l'autre, aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et bonne soirée sur LCP.